qu'on a du monde quand même derrière les écrans. On fait comme si on était tout seul. Excusez-nous. Oui. Oui, nous sommes en direct. Donc, je vais me tourner pour commencer vers Anthony pour que vous puissiez nous partager votre expérience et notamment l'expérience de transmission, mais le rebond aussi qui s'en est suivi. D'accord. Donc oui, petit témoignage. Je suis ravi d'être là parce que je vois qu'il y a des gens que j'ai côtoyés. Monsieur Gardon, enfin je vous ai côtoyé, vous ne m'avez pas vu, mais... Alors, je vous arrête 2 petites secondes parce qu'on a un petit peu de bruit sur le plateau que les personnes doivent entendre derrière leur écran. D'accord. Et Ok. je vous laisse poursuivre. Pardon. Oui, donc moi je vais apporter le témoignage d'un entrepreneur qui a eu des difficultés l'année dernière, en 2020, et qui a trouvé son second souffle, en partie grâce à l'association, évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais je voulais témoigner du fait que, effectivement, une histoire entrepreneuriale n'est jamais finie. En 2 mots, je ne vais pas raconter ma vie, mais moi, je suis chef d'entreprise de longue date. J'ai créé une agence web il y a 22 ans, et puis qui s'appelle Novius, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de passer le relais à mon DG pour sortir une partie de l'activité de Novius, qui était un logiciel. Et donc, je suis sorti avec des ingénieurs et on a monté une start-up qui s'appelle MailClark, qui existe. Le logiciel existe encore, mais ce logiciel, on l'a développé vraiment sur le mode start-up, c'est-à-dire pas du tout comme une société de service. Il fallait des capitaux, donc on a levé des fonds, on a levé 1,5 million. On est parti à l'étranger, à San Francisco, pour essayer de développer ce logiciel. En 2 mots, ce logiciel essayait de faire le pont entre un logiciel que vous connaissez aussi, je pense pour la plupart, c'est Slack. Et on essaie de décloisonner Slack, de faire en sorte que Slack, qui était l'outil qui montait à l'époque, puisse communiquer avec l'extérieur, faire en sorte qu'on puisse envoyer des emails depuis Slack. Donc c'était un marché de niche très spécifique qui nécessitait d'aller à l'étranger, d'avoir une clientèle internationale. Ce qu'on a fait, on a réussi à développer une clientèle. On a eu à peu près 500 clients payants, 5000 non payants. Enfin, c'était un semi-succès. Sauf que dans ce genre d'aventure, il ne faut pas faire de demi-succès. C'est le monde du logiciel, donc il faut soit exploser, soit exploser. Voilà, c'est peut-être la bonne conclusion. Et on s'est retrouvé en situation intermédiaire, qui est la pire des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est retrouvé face à nos investisseurs et on ne pouvait pas faire face. Donc, il a fallu trouver une solution. La solution, finalement, ça a été de chercher un repreneur. Et donc, on s'est mis à la recherche d'un repreneur pour voir s'il n'y avait pas des complémentarités avec quelqu'un sur le marché. Donc ça a été une opération assez longue et compliquée. On a contacté à peu près 80 entreprises qui étaient un peu partout sur la planète, des Français, des Américains, d'autres pays aussi. Et il y en avait beaucoup qui nous disaient, bah oui, mais en fait, avec la situation financière que vous avez, vous êtes relativement très endetté, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a eu beaucoup de refus, mais on a fini par trouver un repreneur, en l'occurrence, qui s'appelle Sendinblue, que je cite parce qu'il se trouve que ça a finalement fonctionné, puisqu'on a revendu, enfin, on n'a pas vendu l'entreprise, on a cédé à la barre du tribunal l'entreprise en juillet dernier. Et j'ai été repris par l'entreprise dans la foulée, ce qui n'était pas forcément une évidence au début, parce que quand on est chef d'entreprise, souvent on nous remercie en nous disant vous êtes gentil, mais si vous avez conduit votre entreprise à l'échec, on ne va peut-être pas vous garder. Mais là, on a trouvé quelque chose à faire pour moi. Et donc, du coup, je suis Head of Data, le responsable de la donnée chez Sendinblue, qui est une entreprise qui officie dans le monde de l'email. D'accord. Voilà. Et alors, quels étaient vos besoins au moment de cette transmission pour la préparer, pour la vivre au mieux? En fait, les besoins, en fait, c'est déjà des besoins de soutien psychologique en particulier, parce que Guillaume, qui est ici, peut témoigner. Je pense que je l'ai rencontré à un moment où, franchement, je
je ne trouvais plus d'issue. Donc, un des messages que je voudrais faire passer à des gens qui seraient dans cette situation, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui aura peut-être une complémentarité avec vous. Nous, on était un logiciel qui avait beaucoup de techno. Donc, même si on n'a pas trouvé son modèle économique, il y a toujours des possibilités pour complémentariser, excusez-moi. Complémentariser, c'est pas très joli. Complémentariser et du coup avoir quelqu'un qui peut insérer vos briques logicielles dans un ensemble plus grand. C'est ce qui a été fait avec Sendinblue, parce qu'on a finalement utilisé le logiciel au sein de Sendinblue. Donc, toujours y croire et puis jamais lâcher. Je disais, j'ai contacté 80 entreprises. Voilà, il a fallu. Je pense que si on s'était arrêté à 40, on se serait dit, non, personne ne veut de nous. Alors que voilà, on a eu cette intelligence, entre guillemets, d'y croire et ça finit par marcher. Et l'expérience du tribunal de commerce? Alors, très bonne expérience. D'ailleurs, je voudrais remercier. Vous y êtes pour rien finalement, mais prenez. quand même, vous avez la responsabilité de cette institution. Non, mais je ne me suis pas retrouvé en face de vous, mais je tiens à le dire parce que pour moi, c'était une grosse appréhension de l'idée même de passer au tribunal. C'est quand même pas quelque chose qui fait rêver. On va pas souvent au tribunal. Enfin, quand on y va en général, c'est un peu comme quand on va à l'hôpital. C'est pas bon signe. Donc, on n'a pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller parce que quelque part c'était le signe d'un échec, mais surtout j'avais peur de me retrouver dans la peau de l'accusé. Et quand on est à la barre du tribunal, c'est souvent qu'on est accusé. Donc la culpabilité de l'échec, le sentiment de se retrouver en situation d'accusé était assez angoissante. Et je dois dire, j'ai trouvé des gens qui ont été admirablement bienveillants, qui ont cherché des solutions. Les juges, j'ai eu les deux juges, alors j'ai oublié le nom d'un des deux, mais je me souviens d'Olivier de la Clergerie qui était là pour trouver des solutions, pour faire en sorte que ça s'enchaîne. On a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle le Prépack Session, qui est un dispositif qui est très, très bien fait et qui permet d'aller vite pour pas que la boîte se disloque et essayer d'enchaîner sur quelque chose. Et la priorité a été mise sur la poursuite économique et ça a été du coup un soulagement et finalement une étape finalement assez positive de ma vie. Très bien. Donc je tenais à dire ça parce que merci. Je pense que dans la tête des gens, le tribunal, on n'a pas trop envie. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ce témoignage et puis on essaiera d'avoir de l'interaction sur la suite de la table ronde. Je vais laisser la parole maintenant donc à François Pinochet et je vous laisse vous présenter. Bonsoir, donc François Pinochet, j'ai 57 ans, je suis dans la situation de reprendre mon souffle et j'ai cédé mon entreprise sans l'avoir anticipé et de façon un peu subie. J'ai une carrière de communicant, j'ai démarré ma carrière chez Publicis où j'ai appris les métiers de la publicité et en 1996, je crée ma première entreprise qui était une agence de marketing opérationnel que j'ai menée pendant 8 ans, tout seul, avec entre 4 et 7 employés. La particularité de marketing opérationnel à l'époque, c'est qu'on fonctionnait par coût, par opération, et finalement avec très peu de récurrents. Ce qui fait qu'en gros, chaque année, on recommençait à recréer une entreprise. Au bout de 8 ans, on est un peu fatigué de remettre la pierre en haut de la montagne tous les ans. Et je ressentais le besoin de partager la charge émotionnelle de l'entreprise et d'avoir des associés. Entre-temps, Internet était arrivé. La bulle Internet de 2001 avait éclaté. Et je voyais Internet comme une opportunité d'élargir les prestations que je pouvais faire. Et je me disais que je pourrais fidéliser mes clients et pas avoir ce manque de récurrence. Et en même temps, j'étais à la recherche d'associés. En 2003, je rencontre une jeune start-up de l'Internet, un studio qui avait été créé par une jeune HEC qui était encore à l'école avec son frère de 3 ans auparavant. Et il y a un coup de foudre et on décide de s'associer en 3 semaines. Et on fusionne nos activités. Et effectivement, l'association se révèle très dynamisante parce qu'on est... Le couple de direction est parfaitement complémentaire. Un homme, une femme,
un quadra avec une jeune de 25 ans, un expérimenté du marketing et la communication avec une visionnaire du digital. Donc tout ça était quelque chose de très positif et l'entreprise a tout de suite pris un bon virage. On est parti sur une très belle aventure entrepreneuriale d'une quinzaine d'années où petit à petit la croissance allait s'accélérant. On a bien évolué sur le digital puisqu'on est peu à peu devenu un cabinet référent sur tout ce qui est dynamique de diffusion de l'opinion, influence, réputation, rumeur, anticipation des crises. Et on est vraiment devenu une belle agence d'une 50aine de personnes. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'est arrêté en 2019, où j'ai gentiment été poussé vers la sortie. Quelque chose que je n'avais pas anticipé et pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand on s'associe une personne de 25 ans avec une personne de 40 ans, on peut partager la même dynamique, la même ambition. Mais 15 ans plus tard, quand on a 40 ans et 55, c'est plus tout à fait la même histoire, puisque celui qui a 40 ans, il est encore en pleine bourre, et il a envie d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Et moi, à 55 ans, je sentais qu'on avait atteint des niveaux de croissance avec des turnovers importants, et que je pensais qu'il fallait calmer le jeu. Et en plus, j'avais un petit peu envie de poser les valises. Et le déclencheur de cet écart qui s'était creusé, mais dont on n'était absolument pas conscient, ça a été le rapprochement. Enfin, c'est une entreprise, un grand groupe international qui est venu pour nous racheter, qui nous observait depuis quelques années et qui voulait vraiment acquérir notre compétence. Et ça a révélé le fait qu'on n'avait plus les mêmes objectifs de vie. L'affaire s'est pas faite. Et derrière, ça a été très difficile de retrouver une dynamique commune et que la solution de la séparation, elle s'est imposée d'elle-même. Évidemment, entre le jeune qui en avait encore pas mal sous le pied et l'ancien qui avait envie de poser les valises, la décision a été vite faite que ce soit moi qui parte. Et moi, je l'ai vécu comme un divorce, en fait, parce que, comme dans les divorces, on a beau s'être beaucoup aimé, il y a un moment, il faut parler d'argent. Et forcément, les intérêts de celui qui s'en va, c'est de dire je veux réaliser le capital que j'ai investi pendant toutes ces années. Puis celui qui reste, il n'a pas envie d'hypothéquer la santé de l'entreprise pour le futur. Donc en fait, ça a duré 9 mois de discussion où on est parfois un peu maladroit, on finit par se dire des choses qu'on ne devrait pas se dire, qu'on ne pense pas vraiment mais qui ont un fond de vérité. Et quand on se dit ça et qu'on se connaît bien et qu'on s'estime, ça fait très mal. Et vous sortez de là, vous êtes laminé. Vous avez un sentiment de culpabilité d'avoir abandonné l'équipe que vous aviez constituée. Vous avez un sentiment d'injustice de ne pas avoir été reconnu pour la contribution que vous avez apportée. Et puis, vous avez aussi un sentiment d'incompétence, de ne plus être utile, quoi. Donc, tout à l'heure, en introduction, tu parlais d'émotions, de sentiments. Voilà, c'est ça qu'il a fallu reconstruire. Et ça prend bien 18 mois. Et moi, j'assimile ça aussi à... Alors, les psychologues, ils vous théorisent très bien ça. C'est les phases de deuil, comment on fait son deuil. Donc, il y a la phase de colère, la phase de déni, la phase d'accablement, l'acceptation et puis la reconstruction. Et pour moi, la reconstruction, ça a été un moment, il fallait remplacer le vide par quelque chose qui ait du sens. Et ça a été l'écriture. J'ai écrit un livre, l'entreprise végétale, qui est ma vision du management, inspirée parce que les enseignements de la nature et de l'observation des arbres et d'un art que je pratique depuis une 40aine d'années, qui est l'art du bonsaï. Et c'est une découverte, l'écriture. Et parce que c'est une entreprise qu'on fait tout seul, donc on peut se prouver qu'on est capable de quelque chose, parce que quand on a quitté son entreprise et qu'on refait d'autres choses, on se rend compte qu'on n'a plus d'équipe. Du coup, on se sent inutile, incompétent. Et puis on se dit, tout ce que j'ai fait et le success story qu'on avait eu, finalement, c'était pas grâce à moi. Donc on a besoin de se reprouver qu'on est capable de faire quelque chose. Et puis au travers de ça, moi j'ai découvert l'écriture, le fait d'approfondir ses idées, de travailler son style. Et puis les retours que j'ai pu en avoir étaient très positifs. Donc ça, c'est un début de satisfaction et même un peu de fierté.
Et puis, ça crée des opportunités. Et aujourd'hui, je conclurai là-dessus, bon, j'ai une activité de consulting, mais on m'a demandé, ce qui n'était absolument pas mon métier, d'être conseil pour créer, concevoir des parcs et des jardins plutôt zen. Et en fait, j'ai réalisé, je l'avais complètement oublié, que quand j'étais adolescent, c'était le métier que je voulais faire. J'avais commencé des études de biologie, puis j'avais bifurqué dans la publicité. Donc, quelque part, la boucle est bouclée, et voilà. Très bien. Voilà le témoignage. L'écologie du rebond ou le rebond par l'écologie, du coup. Ah, puis là, il y a de l'écologie et de l'écosystème. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et ben, je vais d'abord me tourner en fait vers Marc, qui est là, enfin, que nous n'avons pas encore accueilli sur le plateau. Marc Rousse, donc représentant et président régional de 60 000 rebonds. Je vous laisse nous présenter un petit peu l'association et puis vous aussi, pour commencer. Donc, Marc Rousse, je vais prendre un peu votre trame. Moi, j'ai 61 ans. Je rajouterai que je suis papa de 2 enfants de 13 ans et 10 ans et je suis entrepreneur puisque j'ai une entreprise qui accompagne les organismes et les entreprises dans le maillage de bien-être et performance, c'est-à-dire trouver un management qui permette l'évolution et la réussite des personnes. Hormis ça, je suis président de 60 000 rebonds et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. 60 000 rebonds accompagnent non pas les entreprises, mais les entrepreneurs, donc des femmes et des hommes, qui n'ont plus d'entreprise. Qui n'ont plus d'entreprise, soit parce qu'elles sont passées voir notre ami Thierry, et Thierry leur a dit, ou ses amis, et à juste titre, monsieur, cette entreprise n'est plus la vôtre. Elle n'est plus la vôtre parce qu'elle n'est plus en compétence de continuer son chemin, et donc il vaut mieux arrêter ou la faire reprendre. D'accord ? Donc ce sont des personnes qui ont globalement, pour une partie de leur vie, et votre témoignage, je vous en remercie, ont investi du temps, de l'énergie, je dirais même de la foi dans leur projet, jusqu'à arriver, pour certains, à se dire finalement, cette entreprise, c'est moi. C'est ma vie, c'est mon histoire. Bien sûr, j'ai potentiellement une famille, mais globalement, ma plus grande énergie, je la mets dans mon entreprise. Alors imaginez-vous ce qui se passe quand on vous dit, bah, cette entreprise, elle n'existe plus. En tout cas, elle n'existe plus pour vous. Bah, si c'est votre vie, on peut parler de courbe de deuil, effectivement. C'est-à-dire que votre vie n'a plus de sens. Et puis comme en général, un problème ne va pas sans un autre, bah, votre entourage, il se délite un peu, voire complètement. Puis cet entourage, il peut être proche, ça peut être votre famille. Alors je ne critique pas la famille, elle a plein de bonnes raisons de quitter quelqu'un qui ne lui a pas dit qu'il avait vendu la maison de campagne, hypothéqué telle chose, et faire que toute la famille, sans être au courant, se retrouve à la rue. Donc il y a toujours des bonnes raisons sur ces choses-là. Mais quand vous le vivez, vous, ça devient compliqué. Vous avez perdu votre raison de vivre, vous avez perdu votre entourage, vous avez perdu vos liens sociaux. Donc vous avez toute la courbe de deuil à franchir. Et donc vous avez perdu confiance en vous. Vous êtes tombé de vélo et vous ne pouvez plus faire de vélo. Or que l'histoire, c'est de faire du vélo. Donc nous, on accompagne ces personnes avec un double, voire triple niveau d'accompagnement. Le premier niveau d'accompagnement, c'est qu'il faut que la personne retrouve confiance en elle. Donc on lui propose 7 séances de coaching, s'étalant sur plusieurs mois, pour finalement, je suis tombé de vélo, mais est-ce que je sais encore faire du vélo? Bah oui, bah ouais. Votre boîte, vous l'avez créée, vous l'avez montée, vous êtes monté jusqu'à 50 personnes, c'est devenu un fleuron, tout le monde veut la racheter. Vous ne l'avez plus, mais c'est quand même vous qui l'avez fait, ça. Mais l'entrepreneur, quand il a perdu sa boîte, il se dit, je ne sais plus faire, je suis nul. Mais non, il faut lui faire montrer, il faut qu'il retrouve lui-même, qu'il se reconnecte à ses compétences, que ses compétences, elles n'ont pas disparu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec le coach aussi, c'est que dans ce qui se passe, et dans la phase scolaire, on le voit bien, mais ce n'est pas moi, c'est mon banquier, ou c'est mon gros client qui représentait 90% de mon chiffre qui m'a planté. Tiens, 90% du chiffre, en tant qu'entrepreneur, ça ne vous a pas posé question. Donc, quelle est ma part de responsabilité, même si l'écosystème a une part de responsabilité, quelle est moi, en tant qu'entrepreneur, ma part de responsabilité dans cet échec? Parce qu'échec, il y a. Mais échec, c'est soit catastrophique, vous êtes radié, vous ne représentez plus rien, et ça c'est plutôt la version dans notre pays, dans une culture qui est portée à ça, soit vous allez chez les anglo-saxons, et pour caricaturer, c'est bien, qu'est-ce que tu as appris? Donc tu es entrepreneur aguerri, et en plus tu as planté ta boîte, mais génial, tu ne referas pas 2 fois la même erreur.
Donc c'est aussi de se dire que le regard sur l'échec, il faut le modifier. Donc le coach travaille avec la personne sur ce sujet-là. Parallèlement à ça, nous, la promesse qu'on fait, c'est de les accompagner dans un rebond professionnel. Donc là, qu'il soit salarial ou qu'il soit entrepreneurial. Donc la personne est accompagnée là, pendant 2 ans avec un parrain. Ce parrain qui est un cas d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un qui comprend un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et qui va l'aider à créer son projet tout au long de son parcours. Donc il a ce double accompagnement. Mais je crois qu'un des accompagnements les plus forts que je vais citer maintenant, c'est qu'une fois par mois, cet entrepreneur qui vient chez nous, il se retrouve avec d'autres entrepreneurs qu'on appelle nous en rebond, donc d'autres entrepreneurs qui n'ont pas d'entreprise. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais insister, c'est que l'entrepreneur qui n'a plus d'entreprise de manière contrainte et forcée, il va souffrir. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même de mettre de la souffrance. Et la souffrance, c'est un phénomène psychologique qui est assez simple à trouver, c'est qu'au premier temps, je souffre, mais je ne vais pas en parler aux autres. On ne va pas les déranger, je vais régler le problème. Et puis dans un deuxième temps, je ne vais pas en parler aux autres, mais je n'ai pas réglé le problème parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont bien comprendre. Et puis dans un troisième temps, de toute façon, les autres s'en foutent que je souffre. Donc je souffre tout seul. Et qu'est-ce qui se passe? Je m'isole et je suis tout seul. Face à un monstras de problèmes, je suis tout seul. Donc une fois par mois, ils se regroupent avec des parrains, avec des coachs, mais aussi avec des autres entrepreneurs en rebond. Et c'est-à-dire que là, je ne suis pas seul. Tiens, mon histoire, l'histoire de l'autre fait écho. Ah bah tiens, il a eu la même difficulté. Tiens, lui aussi, il n'a plus rien pour manger demain, comment il fait? Parce que certains entrepreneurs n'ont pas un matelas doré derrière. Ceux-là, on ne les voit pas trop chez nous. La majorité n'ont rien. Donc le fait de ne pas être seul, ça a été dit par les intervenants de la table aussi ronde d'avant, c'est fondamental. Donc ils ont ce triple accompagnement, je dirais, un coach, un parrain et un groupe d'entrepreneurs avec lequel ils puissent échanger. En général, ils rebondissent en 12 mois dans le salariat et en 18 mois, donc un peu moins que le parcours proposé, dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très clair et bien un rebond très clair par rapport aux 2 témoignages qu'on a eus. Thierry, qu'est-ce que vous inspire ces 2 cas de transmission, alors subis, voilà, de façon très, très simple? Nous, on se connaît, comme vous avez pu le constater. Oui. Donc, que ce soit Marc, que ce soit Guillaume, on travaille beaucoup ensemble. Et c'est très important, parce que, comme vous le soulignez dans la première table ronde, enfin, ou la première intervention que j'ai pu faire, le tribunal de commerce peut faire peur. Le tribunal de commerce, ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont eu, pour certains, à connaître aussi de difficultés. Alors, bon, les lois, c'est un peu assoupli. On peut venir au tribunal de commerce comme juge aujourd'hui, si on a connu des difficultés, pour autant qu'elles ne soient pas trop rapprochées. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on se connaît, c'est parce que finalement, on fait la même chose. Moi, j'ai des outils, c'est les outils que le législateur a mis à notre disposition. Je le soulignais tout à l'heure. Le tribunal de commerce, il est là pour protéger les entreprises. Alors parfois, protéger les entreprises, c'est aussi faire en écarter certaines qui n'ont pas de bonnes pratiques. Il ne faut pas hésiter non plus à le dire, parce que c'est aussi notre quotidien, mais c'est aussi une forme de protection. Et par rapport à tout ça, je crois que ce que ça m'inspire, simplement, ce qui a été dit, c'est que d'abord, chaque parcours est unique. Il n'y a pas de règles particulières. Ces 2 messieurs ont vécu des histoires, ce sont leurs histoires. Derrière, eh bien, nous, on adapte nos outils à des situations qui, chaque fois, sont différentes. Les outils qu'on nous donne, qu'on essaye de maîtriser le mieux possible. Et je crois qu'aujourd'hui, et nous, on n'est pas, si vous voulez, dans le registre, parce qu'on ne peut pas qu'il y ait le registre de Guillaume ou le registre de Marc, qui est un registre senti. On est dans l'humain, on est dans du psychologique, etc. Nous, on est d'abord dans du légal. Parce que derrière une entreprise, il y a aussi des créanciers. Les créanciers, ce sont aussi d'autres entrepreneurs que, je dirais, les déboires de certains peuvent entraîner, etc. Donc, on a à s'assurer que l'ensemble des intérêts en présence puissent être respectés. Donc, parfois, on peut apparaître comme un peu rude, parce que c'est aussi notre... Mais
on est convaincu que en fait, l'entreprise, c'est une chose, et je crois que Marc l'a dit, mais ce qui est important, c'est les hommes qui la constituent. Et les valeurs d'une entreprise, ce sont que les hommes qui sont derrière, comme la valeur d'un tribunal, comme la valeur d'une association. Je crois qu'on partage les mêmes convictions. Moi, quand j'entends ces parcours, j'entends monsieur qui nous parle du tribunal et du passage qui a été pour lui effectivement certainement un traumatisme important, parce que je sais ce que c'est, je le vois de l'autre côté, passer à la barre, bon, c'est souvent un peu impressionnant, mais en fait c'est qu'une histoire d'homme. Voilà, je crois que, vous voyez, on a une institution en France extraordinaire. Les tribunaux de commerce, c'est l'institution consulaire. On n'est pas des magistrats professionnels. On a eu des parcours d'entrepreneurs divers et variés. Vous parliez d'un juge tout à l'heure. Il y en a 69 au tribunal de commerce de Lyon. Mais c'est avant tout des gens qui essayent de rendre à l'entreprise ce qu'elle leur a apporté. Et là, cette entreprise, en ce qui me concerne, a été un ascenseur social. J'ai souvent dit, bon, ça a plutôt marché. Il y a des moments où j'ai frisé les difficultés aussi, comme vous. Et on est tous au service des autres. Donc les maîtres mots, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en préambule, c'est la solidarité. Et je crois que la période qu'on va traverser, c'est cette solidarité, c'est le rapport à l'autre, c'est d'aimer l'autre. Et je crois qu'on ne peut pas faire ce que ces messieurs font si effectivement on ne croit pas en l'humanité, on ne croit pas en l'homme. Donc voilà, et un tribunal de commerce, c'est ça. On ne sommes pas des magistrats professionnels, nous sommes des gens qui consacrons un peu de temps, de notre temps, au service des autres et pour aider, donc, et pour protéger. Donc voilà mon message, j'ai rien de plus à dire. C'est déjà pas mal. Avec un peu de technique. Ouais, c'est déjà bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Guillaume, pour conclure cette table ronde, parce que nous sommes pris par le temps, voire même dépassés. Tu veux que je te parle de Second Souffle? Bah oui, par Tant qu'à exemple, faire, oui, hein. oui, en t'adressant bien à la caméra. Second Souffle Lyon, donc nous existons depuis 2013 et nous sommes en amont de ce que fait Marc. On travaille régulièrement ensemble, déjà pour connaître le territoire et connaître l'écosystème, hein, c'est déjà la première raison. Et ensuite pour pouvoir aller voir Thierry et lui dire, bon ben voilà les difficultés qu'on voit sur le terrain, comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Nous, on est vraiment au moment où l'entrepreneur il est dans le dur, il est dans la vague, ça tangue de fort parfois, et l'entrepreneur cherche à s'accrocher et malheureusement souvent s'isole, et on essaye de le récupérer à ce moment-là pour pouvoir l'arrêter, lui faire prendre du recul et essayer de trouver des solutions avec lui. Chez Second Souffle, on a 3 valeurs fortes qui répondent et qui font la suite de ce que vient de dire Thierry. La première, c'est l'humilité, c'est-à-dire qu'on est tous des entrepreneurs bénévoles au service de d'autres entrepreneurs, avec aussi nos histoires de vie, nos histoires professionnelles. Et on est là pour comprendre comment on peut accompagner, comment on peut aider la personne. Ensuite, il y a l'engagement. C'est un engagement qui se doit d'être réciproque si on veut que ça fonctionne, ça doit venir des deux côtés, du demandeur et de l'accompagnant. Et ensuite, la confiance qui est indispensable parce qu'on s'immisce au plus près de la vie de la personne qu'on accompagne. À la fin de l'accompagnement, on connaît vraiment la personne et il y en a beaucoup autour de nous par la suite parce qu'on a créé des liens forts, on a créé des liens où effectivement l'humain est au centre de tout ce que nous faisons. Et donc ces 3 valeurs, on les porte au quotidien, avec un système de binôme qui va accompagner la personne sur au minimum 3 rendez-vous, qui sont le temps nécessaire qui nous a paru au fil du temps pour pouvoir avoir cet accompagnement dans la profondeur et dans la bonne compréhension de la situation. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une mise en relation avec nos experts comptables, vous en avez vu ce matin, cet après-midi, des avocats, les juristes, etc. On peut aller voir le tribunal en amont pour essayer d'échanger avec lui et de voir quelles peuvent être la bonne solution. On peut faire aussi de l'accompagnement sur le plus long terme, quand la personne a besoin d'être challengée au quotidien, qu'elle a besoin d'être accompagnée régulièrement pour retrouver cette énergie. Et nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle des groupes oxygènes, c'est-à-dire qu'on va rassembler des entrepreneurs autour de la personne pendant une demi-journée pour lui apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de réseaux, beaucoup d'idées, lui montrer qu'il existe une autre manière de voir sa situation et peut-être ensemble trouver ce qui va lui permettre de
de passer ce cap et d'aller chercher ce second souffle. Et notre finalité, c'est que même si on doit accompagner la personne au tribunal, si c'est fait en pleine conscience, si c'est fait dans l'anticipation, dans la prévention, pour nous, c'est un succès aussi, parce qu'on peut permettre à la personne de redémarrer par la suite plus facilement, d'aller chez Marc plus facilement, d'avoir déjà fait une partie du travail sur elle, sur elle-même, pour pouvoir retrouver ses ressources et poursuivre sa vie. Je l'ai dit, je crois, en préambule, mais c'est vrai que moi, j'avais liquidé mon entreprise en 2012. J'ai fini seulement de payer mes dettes l'année dernière. Je le souhaite à personne. Et tant qu'on peut éviter ça, on aura réussi notre mission. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter un petit mot? Comme on a acté que maintenant on avait 15 minutes de retard, on va décaler de 15 minutes, comme ça c'est réglé. Ou pas? Oui. Je veux bien rajouter et insister sur ce que dit Guillaume et ce que dit Thierry, c'est que la vie de l'entreprise et la vie de l'entrepreneur sont des vies compliquées, sont des vies qui par nature acceptent l'échec, parce que c'est le patron de Gore, boîte mondiale connue, qui se balade dans ses ateliers et qui demande à ses collaborateurs, tiens, qu'est-ce que tu as raté ce mois-ci? Le type tout fier lui dit, j'ai rien raté. Ah non, mais t'as rien entrepris alors, aucune initiative, c'est pas possible. Donc la vie d'entrepreneur, c'est aussi fait avec des échecs. Et qu'il faut qu'on accepte. Moi, il y a deux choses. Que, un, cet échec, c'est pas discriminant. 2 fois le même, peut-être. Mais un échec, de temps en temps, en tout cas jamais répété pour les mêmes raisons, c'est pas discriminant, c'est juste des prises d'initiative. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire aux entrepreneurs, où il y a plein d'intervenants, c'est que c'est un écosystème sur lequel les gens travaillent ensemble. Effectivement, nous, comme on est un petit peu proche de la fin de l'entreprise, on travaille tous les 3 de concert, mais parce que c'est un vrai enjeu. Et que l'entrepreneur, surtout dans des TPE et PME, il a tendance à faire tout seul. C'est le côté enfant, c'est moi tout seul, je fais tout seul. Ben non, profite, il y a plein de gens sympas, il y a plein de gens, plus tout ça c'est bénévole, là, tout ce que je viens de vous citer. Profite, ça va t'aider. Et en t'aidant, pourquoi on le fait? On ne se connaît pas. D'abord parce qu'on aime l'entreprise, parce qu'on aime notre prochain et qu'on aime notre pays. Et que tous ces entrepreneurs qui rebondissent et qui créent des emplois à nouveau, c'est quand même des acteurs de notre économie. Donc il y a vraiment intérêt à marcher la main dans la main et dire aux entrepreneurs, vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. Écoutez, oui. Ah pardon. Ah oui, du coup, pardon. Je voulais rebondir sur ce que dit Marc et pour vous donner un ou deux chiffres de façon à ce que vous compreniez bien quel est notre engagement. L'année passée, en 2019, en France, il y a eu à peu près 52 000 défaillances d'entreprises. Il y a eu dans ces 52 000 défaillances 38 ETI et grandes entreprises au sens de la définition de l'INSEE. Donc tout le reste, c'était de la PME et de la TPE. Vous savez, moi aujourd'hui au tribunal de commerce, je dois avoir une fois par an une très grande entreprise ou une entreprise dont vous entendez parler qui est très médiatisée. On a entendu parler pendant cette début de pandémie de Covid, puisqu'elle n'est pas terminée, de défaillance d'entreprise. Vous avez entendu, si je vous le demande, vous avez 5-6 noms en tête. C'est des entreprises qui sont médiatisées, qui sont marquantes. Mais c'est pas. Alors, je ne dis pas que les salariés qui vont perdre leur emploi dans ces entreprises-là ne vont pas connaître des difficultés, bien évidemment. Mais pour nous, ce qui est très important aujourd'hui sur les TPE et PME, qui représentent à peu près 6 400 000 équivalents emploi temps plein, c'est-à-dire à peu près la même chose que les grandes entreprises et les ETI, c'est que ces gens-là, effectivement, comme le soulignait Marc, ne sont souvent pas très bien accompagnés, mais que quand ils sont en état de défaillance, bien, ils perdent leurs revenus, ils perdent souvent leur patrimoine parce qu'ils ont mis leurs économies dans l'entreprise. Et en plus, derrière, ils ont souvent des engagements à titre personnel, des cautions ou autres, qui font qu'ils ont la triple peine. Et que le système, notre système français, qui est un système, je pense, en termes au niveau social, certainement un des meilleurs systèmes au monde, je ne suis pas en train de le critiquer, bien évidemment, mais ces entrepreneurs-là, ils ne sont pas très bien traités par le système. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune aide. S'ils n'ont pas leur famille, j'ai vu l'autre jour une petite chef d'entreprise avec un tout petit commerce, etc., qui avait mis ses 25 000 euros dans son fonds de commerce, qui avait emprunté un tout petit peu pour rénover. Elle a déposé, je vous garantis, j'ai eu une de nos juges qui était à l'audience, qui présidait l'audience. Elle avait des sanglots dans la voix quand elle m'en a parlé. Elle a tout perdu. Si elle n'a pas quelqu'un dans sa famille, si son mari, si personne ne peut l'aider, elle est à la rue. Et c'est pour cette raison-là, je crois, qu'il y a des engagements comme ceux de Marc ou comme ceux de Guillaume,
Et c'est aussi notre engagement au sein d'une juridiction comme la nôtre. Donc, je vous en conjure, quand vous avez une entreprise, n'hésitez pas à venir nous voir très tôt, parce que très tôt, on peut encore faire quelque chose. Quand on est dans la prévention, anticipation, c'est-à-dire traitement, dans du mandat ad hoc ou de la conciliation, on sauve 70 à 80% des entreprises. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, et ce n'est pas engageant, et il n'y a pas de dossier sur vous. Très bien, merci. J'ai une petite question que j'ai perdue. Est-ce qu'il y a des sélections des profils sur les personnes qui sont accompagnées par 60 000 rebonds et second souffle? Je pense que je peux même répondre pour les deux, mais non, on accepte tout le monde. Presque. Presque. Ah, donc On accepte tout le monde. la sélection n'est pas avouable. Nous, on a deux petits bémols. La personne qui aurait, et parce que Thierry en parlait tout à l'heure, il n'y a pas que des entrepreneurs magnifiques, hein. Il y en a quand même qui magouillent un peu. Alors l'entrepreneur qui va être jugé au tribunal comme escroc, on ne va pas balancer de l'énergie dedans. Pourquoi? Parce qu'il y en a suffisamment et que ça ne fait pas partie de notre job. Et surtout qu'il y a une notion, comme chez Second Souffle, chez Centre Rebond, une notion d'engagement. Et on n'est pas sûr que la personne puisse tenir ses engagements. Ce n'est pas une double peine, c'est juste que les valeurs et la demande qu'on va lui faire, on estime qu'il ne peut pas y répondre de par la nature d'engagement. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il est accompagné par des parrains et des coachs professionnels. Pour autant, on n'est pas médecin. D'accord ? Et si la personne a un niveau de traumatisme psychologique beaucoup trop violent, on ne peut pas l'accompagner tout seul si elle ne se fait pas accompagner par quelqu'un. On lui ferait croire quelque chose et on la mettrait en danger. C'est pareil. C'est pareil avec juste un petit... Je peux rajouter un tout petit truc encore. Oui, mais... S'il te plaît. S'il te plaît, c'est que justement cet aspect humain, chez Second Souffle, on prépare un petit peu l'après et on prend en charge des séances, nous, avec des psychologues spécialisés dans les risques psychosociaux pour s'assurer au préalable que humainement la personne elle est protégée. Et après, on peut travailler ensemble. C'est du coaching et pas de la thérapie. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Ce sera du coup le mot de la fin. Je vais reprendre, moi, à la fin de cette table ronde, je vais reprendre vos mots. C'est que ça me permet de croire en l'homme. Donc, c'était un bon moment. J'espère que pour vous aussi. Et je vous propose qu'on se retrouve à 17h pour la plénière de clôture.